Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'algorithmique. Aujourd'hui, nous allons traiter les structures sélectives ou, autrement dit, les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles font partie d'une grande famille qui s'appelle les structures de contrôle. En effet, les structures de contrôle permettent de mener des traitements séquentiels, conditionnels ou répétitifs. Mais avant, et pour bien comprendre l'utilité d'un tel traitement, prenons l'exemple suivant. Imaginez qu'une personne est au volant de sa voiture quand elle est arrivée à un carrefour à feu. Trois possibilités sont alors envisageables. Le feu est vert, alors le conducteur roule. Le feu est rouge, alors le conducteur s'arrête. Le feu est orange, alors, dans ce cas, d'autres possibilités sont à envisager. Si le conducteur a les capacités de s'arrêter, alors il s'arrête. S'il roule trop vite, donc le fait de s'arrêter brusquement est peut-être dangereux, ou s'il est déjà sur le point de dépasser le feu, alors il continue à rouler prudemment. Dans ce cas, notre conducteur doit exécuter un algorithme qui traite ces différents cas de figure. On parle alors d'un traitement conditionnel, dont le résultat change en fonction d'une condition qui est vraie. En récapitulant, une structure sélective ou conditionnelle est une structure dont les instructions sont exécutées selon les réponses des conditions. Pour exprimer une structure conditionnelle, on procède ainsi. On utilise soit une structure sélective simple si on dispose d'un seul choix, ou une structure sélective alternative si on dispose de deux choix. Ou on peut utiliser une structure alternative imbriquée si on veut mettre une condition dans une autre. Et enfin, on peut choisir la structure à choix multiples si on a plusieurs cas de figure possibles. Pour exprimer une structure conditionnelle simple, on procède de la manière suivante. Si condition est vraie, alors instruction. Fin si. Le mot-clé si permet d'énoncer la condition. Celle-ci sera évaluée pour juger s'il est vrai ou non. S'il est vrai, alors on exécute l'ensemble des instructions prévues dans ce cas. Sinon, c'est-à-dire si la condition énoncée n'est pas vraie, alors on met fin à la structure conditionnelle à l'aide du mot-clé fin si. La condition énoncée entre les mots-clés si et alors est une expression booléenne qui renvoie soit vrai ou faux. Bien sûr, on peut utiliser des expressions plus étendues que l'on peut exprimer à l'aide des opérateurs logiques comme et, ou et non. Dans la syntaxe Pascal, on remplace les mots-clés si, alors par if, then. Notez bien qu'il faut délimiter le bloc d'instruction à exécuter si la condition énoncée est vraie par begin et end. Pour mieux comprendre cette structure, prenons l'exemple suivant. Il s'agit d'un algorithme qui affiche le maximum de deux nombres réels saisis en données. Dans ce cas, on considère que l'utilisateur entrera deux valeurs réelles. Dans cet algorithme, nous nous sommes intéressés uniquement à afficher le maximum des deux valeurs, c'est-à-dire la plus grande valeur. Notez qu'on a initialisé la variable max qui désigne le maximum par
Dans la structure conditionnelle, si la machine compare le contenu de la variable max avec celui de b. S'il est inférieur, alors la variable max va changer de valeur et va recevoir la valeur de b. Sinon, c'est-à-dire si max est supérieur ou égal à b, alors la machine met fin à la structure conditionnelle à l'aide du mot-clé fin si et on renvoie le maximum à l'aide de l'instruction écrire. Maintenant, l'algorithme qu'on vient de voir peut s'écrire ainsi. Si A est strictement inférieur à B, alors max reçoit B, fin si. Si A est supérieur ou égal à B, alors max reçoit A, fin si. Vous avez remarqué que j'ai utilisé deux structures conditionnelles indépendantes. Le résultat de l'exécution sera donc le même que l'algorithme précédent. Mais l'algorithme dans ce cas n'est pas optimisé, car la machine doit évaluer la condition 1, puis la condition 2, quelle que soit l'exactitude de la condition 1. Pourtant, on sait que si la condition 1 est vraie, alors la condition 2 est systématiquement fausse. Mais nous ne l'avons pas renseigné dans l'algorithme. Donc, il est préférable d'éviter ce genre de traitement et utiliser le bloc si, sinon, c'est-à-dire le deuxième type qui représente la structure alternative. La structure alternative est exprimée de cette manière. Si condition est vraie, alors on exécute le bloc d'instruction 1. Sinon, on exécute le bloc d'instruction 2. Fin si. Autrement dit, quand un programme informatique est exécuté et que l'on arrive à une condition, alors si celle-ci est vraie, la machine exécute le traitement du bloc si, puis elle saute directement à fin si, en ignorant carrément le bloc sinon. Inversement, si la condition spécifique dans le bloc si est fausse, alors la machine saute tout le traitement de ce bloc-là et exécute directement le traitement du bloc sinon. L'organigramme suivant traduit cette structure conditionnelle. On constate bien que seul un chemin peut être emprunté, soit celui de droite si la condition est vraie, ou celui de gauche si la condition est fausse. Pour mieux comprendre cette structure conditionnelle, prenons l'exemple de l'exercice suivant. Il s'agit d'un algorithme qui permet d'afficher le signe d'un entier saisi en données. Dans cet algorithme, nous nous sommes intéressés uniquement à afficher le signe de notre nombre, positif ou négatif. Dans ce cas, on considère que l'utilisateur entrera un nombre. Ensuite, l'algorithme affichera le signe de ce nombre sous forme d'une chaîne de caractères. Si la variable n est strictement positive, alors ce nombre est positif. Sinon, c'est-à-dire s'il n'est pas strictement positif, alors ce nombre est négatif. Jusqu'ici, nous n'avons traité que le fait que si le nombre est positif ou non. Mais on souhaiterait annoncer le cas où le nombre est nul. Autrement dit, soit strictement positif, strictement négatif ou nul. Dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle l'imbrication des conditions, c'est-à-dire on va mettre une condition dans une autre à la manière de l'organigramme suivant. Donc, si la condition courante est vraie, on exécute le premier bloc d'instruction et on ignore tout le bloc sinon. Et on met fin à la structure conditionnelle courante. Sinon, on évalue la condition suivante et on procède de la même manière jusqu'à ce que la condition soit vraie ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune condition à évaluer.
Nous allons donc écrire l'algorithme suivant, qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif, négatif ou nul. Dans ce cas, si la première condition n'est pas vraie, ce qui signifie que le nombre n'est pas positif, alors on ne peut pas prédire avec précision si le nombre est négatif ou nul. Il faut donc prévoir une autre condition dans le premier bloc, sinon. Si cette deuxième est vraie, alors le nombre est négatif. Sinon, alors on déduit avec exactitude que le nombre est nul, sans avoir besoin de vérifier la valeur de la variable n. Notez que toute structure conditionnelle si doit être clôturée par fin si. Autrement dit, il faut déclarer autant de fins si que de si dans un algorithme. Sachez bien que les structures conditionnelles sont toujours ou presque présentes dans les programmes informatiques afin de prévoir tous les cas de figure possibles suite à une situation. Or, la structure conditionnelle si n'est pas toujours la mieux placée pour évaluer les différents cas de figure possibles. Mais il existe une autre structure que l'on verra plus tard. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.